Bonjour, nous allons commencer maintenant cette conférence de lancement et de présentation de ce magnifique projet qui s'appelle Bien à l'école. C'est un grand jour parce que ça fait presque un an que ce projet a commencé à germer dans la tête de plusieurs personnes et vous allez en avoir l'exclusivité aujourd'hui puisque c'est la première présentation publique de ce projet qui démarre réellement à partir d'aujourd'hui. Alors, pour cette heure, nous allons avoir 6 intervenants, comme vous le voyez, qui chacun sont des parties prenantes de ce projet. Et je vais les laisser se présenter les uns après les autres. On va commencer par ma droite avec Marion Aubourg qui va se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marion Aubourg, je suis chargée de projet éducation France 2030 au sein de la Banque des Territoires. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Paquiana-Rossi, chef du bureau de l'innovation pédagogique à la DGESCO, qui fait partie de la sous-direction de l'innovation, de la formation et des ressources. Bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Piombo, conseiller directeur, délégué régional académique au numérique de l'Académie de La Réunion. Bonjour à tous, je suis Solène Boquillon-Le Guadiou, la fondatrice de SoftKids, qui est une application pour cultiver les compétences psychosociales du CP à la 3e. Bonjour, Denis Millet, donc le délégué académique au numérique de l'Académie de Lyon. Bonjour, François-Xavier Husser, fondateur et CEO de ProfesseurBob.ai. Alors, vous le voyez, vous avez là des exemples des différents partenaires qui se sont associés dans ce projet. Mais il y en a beaucoup d'autres et on va vous les présenter de manière, on va dire, synthétique au travers de ces schémas qui vont venir avec un objectif. Ce projet, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à lutter contre le décrochage scolaire. C'est une ambition déclarée, revendiquée et vous allez le voir, qui souhaite pouvoir atteindre 500 000 élèves sur les 5 à 6 ans qui viennent. Comment? Eh bien, c'est tout ce qu'on va vous présenter maintenant avec ce schéma qui vous présente qui sont les partenaires de ce projet. D'abord, vous le voyez, ce sont des entreprises EdTech qu'on a mis à la périphérie. Il y en a 16 qui se sont associées pour pouvoir apporter chacune leur complémentarité, leur spécificité. Donc, vous avez bien sûr le porteur de projet, François-Xavier Husser, qui va intervenir en tant que porteur de projet. Mais vous avez aussi SoftKids, présente ici, mais 14 autres entreprises qui vont chacune amener leur morceau dans ce puzzle. Vous avez évidemment aussi des territoires. 2 des territoires qui sont vraiment pilotes parce qu'ils ont souhaité s'engager dès le début qu'a été construit ce projet. Ce sont les académies de La Réunion et l'Académie de Lyon. Mais on va le voir après, il y en a 6 autres sur une carte que je vais vous présenter pour démarrer. Il y a aussi évidemment, comme dans tout projet, des laboratoires. Et les 2 laboratoires qui se sont associés sont un des laboratoires sur la métropole à Lyon, le LIRIS, et un deuxième laboratoire qui est à La Réunion, qui s'appelle le groupe ICAR, qui vont accompagner les cohortes qui vont être suivies pendant les 5 années. Et enfin, parce que nous travaillons sur la forme scolaire et qu'il est indispensable d'aller engager aussi des acteurs qui sont présents sur les territoires, il y a 2 associations qui sont la FEV, avec le mentorat et l'accompagnement des apprenants, et Synergie Family, un acteur important qui est principalement basé sur la région sud, sur Marseille, qui va travailler sur le périscolaire. Alors, quelles sont les académies avec lesquelles va démarrer ce projet? Eh bien, vous les voyez. Il y a 3 académies qui sont sur la France métropole et il y a les 5 académies des DROM, à savoir La Réunion, Mayotte,
la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Cette question du décrochage scolaire, c'est une question, on va y revenir dessus, qui est quelque chose qui est présent sur toutes les académies, mais encore plus sur les académies des DROM qui sont directement concernées. Alors, on a 1 heure pour vous présenter ça, pour vous dire comment ça se passe, mais on va commencer d'abord tout de suite par essayer de savoir dans quel cadre ça s'inscrit ce projet. Et ce cadre, il a été donné par je vais revenir après sur ce schéma, par évidemment la DGESCO, par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est important de nous donner dans quelle vision s'inscrit cette AMI Innovation de la forme scolaire et pourquoi peut-être ce projet a été retenu parmi les lauréats. Oui, merci. Quelques éléments effectivement de contextualisation pour bien appréhender les enjeux et les objectifs de cette AMI Innovation Forme Scolaire. D'abord, très très rapidement, quelques éléments de contexte sur la stratégie France 2030. Qui vise à soutenir, préparer, rattraper parfois des retards dans le domaine industriel, de l'écologie, de la santé, etc. Mais aussi de préparer en soutenant l'innovation aux enjeux et des besoins que nous aurons pour ce qu'on appelle France 2030. Je me suis appuyée, moi je ne vais pas détailler quel est le plan de la stratégie France 2030, mais je me suis appuyée simplement sur un élément qui fait le lien finalement entre la stratégie de France 2030 et l'AMI Innovation Forme Scolaire, à savoir les enjeux de préparation des générations d'aujourd'hui aux compétences d'avenir, aux métiers auxquels ils auront à se former et aux enjeux de formation et de réussite. Donc, dans la stratégie France 2030, il y a un appel à manifestation d'intérêt, un autre qui s'appelle compétences et métiers d'avenir. Elle concerne, c'est une façon de préparer et de former les futurs étudiants aux métiers du futur, on pourrait dire. Et nous, on se situe un tout petit peu en amont de cette démarche-là, c'est-à-dire dans le secondaire, dans le primaire, dans le secondaire, comment on peut faire évoluer finalement la forme scolaire de sorte que l'on sécurise davantage les parcours des élèves, de sorte que l'on suscite des nouvelles alliances éducatives qui vont faire mieux réussir l'intégralité de tous les élèves, c'est bien ça l'enjeu. Et finalement, cette AMI Innovation Forme Scolaire, donc, qui est portée par le ministère de l'Éducation et le SEGPI et opérée par la Banque des Territoires, a cette ambition. Donc on peut peut-être passer sur la slide suivante, s'il vous plaît, pour en rappeler très rapidement les spécificités. Donc le ministère a rédigé finalement, en concertant avec pas mal d'acteurs, ce cahier des charges pour identifier finalement 3 axes qui apparaissent comme étant des axes importants sur lesquels il convient de s'interroger, de se questionner, d'essayer de faire des propositions nouvelles. 3 axes. Le premier, c'est de repenser les espaces et les temps d'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des modalités d'aménagement des espaces qui seraient plus favorables à la réussite des élèves, à des apprentissages peut-être plus expérientiels, à des collaborations entre enseignants, entre les différents partenaires de l'éducation? Est-ce qu'il y a des modalités d'organisation temporelle aussi, d'organisation de la forme, c'est-à-dire de l'ensemble de la manière dont on organise l'école, qui pourraient faciliter finalement la réussite des élèves et faire en sorte que chacun trouve sa place, sa voie? Le deuxième axe, c'est celui, et je pense que ça fait vraiment écho à aussi une demande du terrain, c'est de permettre de nouvelles collaborations entre les acteurs de la communauté éducative. Alors bien sûr, avec cette focale de comment on rapproche l'école de la famille, la relation famille-école, bien sûr, est à redynamiser. C'est un enjeu. Il y en a un autre qui, pour nous, était très important également, c'est celui de favoriser des interactions entre profs-élèves, bien sûr, mais entre enseignants, entre les différentes catégories de personnel au sein d'une communauté éducative, et de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles manières peut-être d'interagir et de travailler. Donc c'est ce qu'on a voulu
C'est le champ qu'on a voulu ouvrir avec cet axe qui était consolidé ou renforcé, je crois la formulation, c'était renforcer les liens entre les acteurs de la communauté éducative à saisir au sens large. Il ne s'agit pas seulement des profs, des parents et des élèves, mais bien également des associations, des partenaires qui concourent à la réussite des élèves. Le troisième axe est celui de l'accompagnement du parcours de l'élève. Bon, la question de l'orientation, la question du décrochage, et là on est vraiment dans le sujet, la question aussi du développement des compétences que l'on dit du 21e siècle, mais ces fameuses compétences psychosociales dont il faut que nos élèves puissent être, je pourrais dire équipés, en tout cas pour lesquels il faut les former, et également les enseignants d'ailleurs. Voilà, ces trois axes. Et l'AMI, donc une durée de 5 ans, avec des modalités assez exigeantes. Et tout le mérite revient effectivement aux porteurs de projets qui ont été lauréats. Je précise que le ministère n'était pas membre du jury. Nous avons porté le fond, mais nous n'avons pas évidemment participé au process de sélection des projets. Donc, un projet sur 5 ans. Et comme c'est inscrit ici, avec les points forts, c'est-à-dire vraiment un ancrage territorial. L'idée, c'est pas d'avoir une proposition sur étagère de quelque chose, d'une proposition nationale qui viendrait simplement être une offre de service et qui ne viendrait pas s'articuler avec un besoin territorial. Donc l'axe territorial était vraiment très important. Un lien fort avec la recherche. Un des critères d'éligibilité, c'est effectivement d'être accompagné par la recherche pour faire une évaluation, alors in itinéré, ex post, enfin pouvoir fournir de l'information, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le feedback, c'est qu'est-ce qui va fonctionner, de quoi on peut s'inspirer pour faire évoluer cette forme scolaire dans toutes les modalités que je viens d'expliciter. Des écosystèmes collaboratifs, là j'aperçois le slide, c'est vraiment cette idée, cette notion de collaboration. Pour avoir été longtemps sur le terrain, les enseignants disent « moi je veux bien travailler avec mes collègues, mais il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai un lieu, il faut que les conditions soient facilitantes finalement ». Et ça, c'est vraiment une toute petite partie de l'écosystème de collaboration. Mais voilà, comment on peut solliciter des acteurs qu'on solliciterait moins. Et puis, le fait aussi d'avoir cette dynamique d'une communauté apprenante à une échelle locale, qui est à définir. Ça peut être un réseau, ça peut être un territoire, voilà, selon les besoins. Donc c'était ça aussi les enjeux, avec effectivement l'ambition quand même d'avoir un projet qui était financé en fonds propres à hauteur de 2 millions d'euros et un cofinancement d'État de 50%. Donc ça veut dire qu'on propose des projets, les projets qui ont été proposés étaient des projets vraiment d'envergure. L'idée c'était ça, c'était aussi de dire, voilà, on peut faire bouger les lignes dans le cadre de cette expérimentation et faites des propositions. Et c'est vraiment ce qui a été fait sur ce point-là. Voilà, donc ça c'est... et nous sommes évidemment complètement impliqués dans le suivi. On a fait de nombreux webinaires d'information en lien évidemment avec la Banque des Territoires. Voilà. Alors justement, un opérateur, on l'a dit, qui est la Banque des Territoires et qui va intervenir tout au long, c'est-à-dire sur le dépôt des dossiers, sur le traitement, la sélection des dossiers, sur l'aménagement des jurys qui ont permis d'aller faire émerger des lauréats, dont ce projet Bien à l'école. Alors, ça ne s'arrête pas là, puisque après, c'est pendant les 5 années que le suivi du financeur opérateur va être fait par la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est la Banque des Territoires qui est opérateur de cette AMI Innovation dans la forme scolaire. Donc on m'a demandé en effet de décrire ici le contenu, le rôle d'un opérateur, mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, moi j'aimerais emprunter un petit détour pour vous décrire en fait l'action de la Banque des Territoires et nos métiers dans le secteur de l'éducation, parce que ça fait largement écho au rôle d'opérateur en fait de cette AMI. Donc la Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts et de consignation, et elle offre des solutions de financement et d'accompagnement sur mesure des collectivités territoriales, des entreprises ou des associations. Dans le secteur de l'éducation, on a une vision qui guide notre action, qui est celle-ci: permettre à chacun d'apprendre dans les meilleures conditions en tout point du territoire et tout au long de la vie.
Donc, comme vous le remarquez, du coup, la cohésion territoriale et sociale est bien au cœur de cette doctrine. Donc, sur le numérique éducatif, on vise à accompagner le développement d'usages numériques de qualité au service d'une école plus innovante et plus inclusive. Ce qui implique aussi de favoriser les liens entre l'État et les collectivités territoriales autour de leurs compétences partagées. Donc pour cela, on a 3 métiers: financer, accompagner, opérer. Financer, du coup, d'une part, c'est la Banque des Territoires qui est un investisseur d'intérêt général sur le long terme. On vise à soutenir des entreprises qui ont pour cœur de business des impacts extra-financiers, donc des impacts sociaux sur l'éducation, comme la lutte contre le décrochage scolaire. Accompagner, d'autre part, accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire cheminer auprès d'acteurs de la EdTech dans la durée, essayer de structurer cet écosystème. C'est le cas, entre autres, avec nos accélérateurs, Passerelle, qui est dédié à la EdTech, et à l'accélérateur 13M aussi, qui vient d'être lancé, et qui est dédié, lui, au numérique inclusif. Et opérer, enfin, j'y viens, nous sommes un des opérateurs historiques, en fait, de PIA / France 2030 dans le secteur de l'éducation. Et du coup, ce long détour n'était pas complètement inutile. Il avait pour but de vous montrer en quoi, finalement, tous ces métiers, aussi différents soient-ils, sont cohérents entre eux, en fait, s'alimentent les uns les autres, et en quoi opérer l'AMI Innovation dans la forme scolaire est en phase, en fait, avec nos convictions, avec nos métiers, et peut que se nourrir, en fait, de cette expérience-là. Et du coup, concrètement, opérateur, c'est quoi? Donc c'est assez classique, on va dire. Il y a différentes phases dans un cycle projet. Donc l'identification, l'instruction, le suivi, l'exécution. Sur la phase d'identification, on est là pour accompagner la rédaction du cahier des charges, la mise en visibilité, l'organisation de la formation, la constitution du jury, en effet, le pilotage de la sélection, même si nous ne participons pas à l'analyse des dossiers, tout comme le ministère. Sur la phase d'instruction, donc ça peut aller ça va jusqu'au conventionnement. Et puis la phase ensuite de suivi en exécution, qui est la phase la phase cruciale, qui va jusqu'à l'évaluation des projets. Donc finalement, être opérateur, ça veut dire opérationnaliser des projets et les doter d'outils de suivi et évaluation à travers la co-identification aussi d'indicateurs pertinents, objectivables, mesurables. Je souris parce que on en sort tout juste. C'était notre travail sur les 15 derniers jours, d'aller dans le but de rédiger cette convention, d'aller confronter chacun des membres partenaires de ce projet à écrire de manière formelle tous les indicateurs qui vont marquer les livrables chaque année pour pouvoir permettre de faire le suivi au fur et à mesure. Parce que vous imaginez un projet de cette complexité sur 5 ans avec un budget au total de 23 millions d'euros qui vise à impliquer 26 structures différentes, et bien ça nécessite qu'il y ait un véritable pilotage sur des éléments objectifs. Et donc c'est ce travail qui vient d'être accompli dans les semaines qui viennent de se passer, et pour passer maintenant à la mise en œuvre opérationnelle. Et donc c'est une phase cruciale dans la vie du projet. Et être opérateur aussi, donc je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous prendre trop de temps aux autres intervenants, mais c'est aussi assurer un accompagnement de proximité en fait, auprès des porteurs de projets, à la fois exigeant et pragmatique. C'est aussi essayer de créer un réseau de lauréats, pour un réseau d'entraide en fait, qui pourrait agir comme tel. Ça veut dire aussi favoriser, lorsque c'est possible, la prise de recul, en tout cas faciliter la prise de recul ou la prise de hauteur, pour que chaque projet, dans ses succès et ses échecs, puisse nourrir une action publique, qu'elle soit territoriale ou nationale. Et je pense que là-dessus,
là-dessus, le projet Bien à l'école aura beaucoup à nous apprendre. Voilà, et c'est après, s'il faut trouver quelques spécificités finalement à être opérateur de l'innovation dans la forme scolaire en particulier, mais je dirais que c'est au-delà des invariants que j'ai rappelés à l'instant, en fait, c'est finalement toute l'ambition que porte cette AMI en termes d'impact, de réplicabilité, d'accompagnement dans le temps, qui rend mécaniquement en fait le rôle d'opérateur un peu plus exigeant, plus ambitieux, plus innovant aussi pour créer en fait cette communauté de pratiques. Et je m'arrêterai ici. Un dernier mot, peut-être, c'est aussi l'ambition de cette AMI en termes d'alliance territoriale, comme l'a rappelé Cécile, d'ancrage, qui permet aussi à la Banque des Territoires de travailler sur les synergies avec les collectivités pour augmenter l'impact des projets sur le long terme. Merci Marion. De manière très pertinente, on me souffle que ça serait bien qu'on vous rende concret, c'est quoi ce projet? Alors, avant de donner la parole à Christophe Piombo sur La Réunion, pourquoi ça s'est inscrit dès le départ sur La Réunion et après sur l'Académie de Lyon, je reviens sur un petit schéma sur lequel je suis passé très vite. Le projet Bien à l'école, c'est ça. C'est quoi? C'est d'aller viser sur les 3 axes, d'aller intervenir, pardon, sur les 2 axes, d'aller intervenir sur à la fois les cycles 3 et le cycle 4. Donc on va démarrer vraiment avec une couverture sur 6 années scolaires pour lesquelles on va intervenir. Intervenir comment? Sur d'un côté les fondamentaux académiques, le français, les maths, l'histoire géo, l'EMC, les sciences, aussi ce qui est méthodologie et remédiation, comme vous le voyez, et ça en apportant des éléments non seulement de contenu, mais aussi de méthode de travail avec plein d'éléments qui sont apportés par les partenaires EdTech. De l'autre côté, le deuxième axe, c'est cet axe qui a été évoqué tout à l'heure autour de tout ce qui est les compétences transversales sur cette notion d'apprendre à apprendre, sur ces notions de bien-être, donc ces éléments autour du rapport à l'apprentissage, ces éléments sur la connaissance de soi, le rapport à soi et évidemment le rapport aux autres pour pouvoir équiper non seulement les élèves, mais on l'a dit, c'est très important dans cette AMI, les familles, les accompagnants, pour pouvoir faire qu'il y ait une homogénéité de la part de tous les acteurs pour aider les élèves à mieux fonctionner, à mieux se sentir, à mieux interagir. Et ça, eh bien, c'est là aussi tout un tas d'acteurs, vous voyez, qui sont indiqués là en rouge, qui vont intervenir avec des médias, avec des moyens qui sont tout à fait divers et variés. Et tout ça, c'est porté au travers d'une plateforme qui va être une plateforme qui va utiliser aussi les outils et les devices que tout le monde a, les terminaux que tout le monde a. C'est Biddies qui va amener ce moyen d'aller utiliser, que ce soit la tablette, le smartphone ou l'ordinateur, et un public particulier qui va être interfacé avec Cantu, qui sont tous les publics 10 pour lesquels on veut là aussi mettre à disposition les moyens qu'apporte le digital. Donc on va revenir en détail sur ces éléments-là avec d'un côté tout l'apport de l'intelligence artificielle dont va nous parler François-Xavier Husser et tout l'aspect sur l'axe 2 que va nous décrire Solène. Mais d'abord, sur La Réunion, d'où est venu le projet? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce projet à La Réunion? Quel intérêt? Merci Christophe de nous en parler. Merci. Donc tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que notre participation à ce projet doit être vue comme une opportunité que la rectrice a choisi de saisir lorsque vous êtes venu nous solliciter pour savoir si on voulait être associé à ce consortium. Opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique du décrochage à La Réunion, elle est connue depuis très longtemps. Elle est liée à un certain nombre de caractéristiques qui définissent l'île, à savoir un taux de chômage très important qui touche des adultes qui ne cautionnent pas nécessairement une insertion sociale basée sur la performance et la persévérance scolaire, qui a comme conséquence d'avoir un déficit donc, sur l'ambition scolaire et sociale des jeunes, des étudiants que nous avons dans nos écoles, collèges et lycées.
on observe une fracture éducative qui demande et qui reste à être résorbée, à savoir on a 10% des élèves scolarisés qui sont considérés comme étant en très grande difficulté et on observe un taux d'abandon des 16 ans et plus qui est 1,5 point de plus que celui que l'on mesure au niveau national. Donc tous ces éléments font que on sait que le décrochage est impacté par un certain nombre d'éléments que l'on va essayer de faire évoluer et modifier par la participation à ce projet. Alors, faire baisser le taux de décrocheurs scolaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait qu'on identifie, mais où est-ce qu'ils étaient positionnés, pour que l'on voit où il fallait que l'on travaille pour le faire baisser. Donc, ce qu'on a observé dans notre académie, c'est que 74% des décrocheurs étaient scolarisés en lycée professionnel. Et que sur ces 74%, il y avait 38 qui étaient inscrits en CAP. Donc ça veut dire qu'on a considéré de travailler sur cette population en cherchant à anticiper d'où venaient les flux d'élèves qui allaient alimenter ces inscriptions en lycée pro. Donc, il y a quand même un existant, puisque j'ai dit qu'on avait identifié que le décrochage scolaire existait depuis longtemps. Donc, on a dans l'académie mis en place 3 dispositifs, les 3e prépa métiers, les secondes familles des métiers en bac pro et les CAP 1, 2, 3 ans, qui ont pour objectif de travailler à une orientation positive ayant comme objectif de limiter l'impact sur les ruptures scolaires. Donc de ce fait, l'idée, c'est de travailler sur une meilleure orientation et de permettre potentiellement un retour à la formation. Même si ces dispositifs ont montré qu'il y avait un intérêt et qu'on a pu réduire significativement le décrochage, malgré tout, il reste encore trop élevé. Donc, de ce fait, on a considéré qu'il fallait qu'on travaille en amont, beaucoup plus dans l'anticipation, et que l'on aille regarder ce qui se passait au niveau des élèves dès leur 12e année. Donc, de ce fait, on a considéré de travailler sur 2 publics particuliers, les SECPA, qui sont des publics encore avec une difficulté d'ordre cognitif, des retards au niveau des fondamentaux, comme ça a été souligné, et des difficultés scolaires durables et persistantes. On continuera à travailler sur les prépas métiers qui, même si eux sont dans un choix positif d'orientation, comme je viens de le dire, sont quand même des publics fragiles, encore en rupture avec les apprentissages scolaires. Donc de ce fait, on va travailler avec ces 2 populations en ayant un prisme particulier sur le territoire qui sera les cités éducatives, dans lesquelles on va travailler particulièrement pour questionner les dimensions pédagogiques et didactiques en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et les technologies immersives telles que la réalité virtuelle spécifiquement, qui vont nous permettre de travailler sur, bien évidemment, l'innovation dans la forme scolaire, mais également de travailler sur des réponses à des besoins très spécifiques sur les apprentissages de certains de ces 2 populations. Donc ça, c'est une première partie. Et deuxième volet, c'est que plutôt que de considérer que bien souvent le décrochage est dû à une orientation subie, plutôt qu'il faudrait qu'elle soit choisie, on va travailler sur un nouveau référentiel qui est le référentiel de compétences à s'orienter et qui va nous permettre de proposer aux élèves d'acquérir les compétences à ce qu'ils fassent réellement le choix de leur orientation plutôt que de la subir. Ce qui va faire que sur l'académie, sachant qu'on voulait marquer un grand coup, on a choisi de travailler sur des cohortes entières. Donc on va travailler à peu près sur 2500 élèves qui vont être répartis sur l'ensemble des collèges et qui seront sur les premiers ou le premier niveau du cycle terminal. Et bien évidemment, avec ces élèves, on ne peut pas désolidariser les enseignants qui vont être avec eux, et on va travailler avec un peu plus de 1100 enseignants qui seront répartis sur l'ensemble des collèges également. On va se mettre dans un modèle systémique pour que l'on puisse mesurer au fil de l'eau sur les 5 années la progression et l'impact que pourraient avoir ou pourront avoir les actions que l'on va mener. Donc de ce fait, on va définir un certain nombre d'indicateurs, on en a cité quelques-uns ici, qui vont être pour nous des indicateurs significatifs de est-ce qu'on va noter une évolution au fil de l'eau du comportement des élèves, de ce fait, espérant que ça ait un impact sur le taux de décrochage.
puisque vous l'avez compris, les deux laboratoires, le LIRIS et le laboratoire de La Réunion, vont vraiment suivre ces cohortes dans le temps, mesurer ces indicateurs et nous amener des informations au fil de l'eau sur ces mesures d'impact pour pouvoir réajuster et pour pouvoir aménager le dispositif, puisque c'est ce qu'offre cette AMI, c'est du temps pour pouvoir mesurer les effets et transformer au fur et à mesure et amender si nécessaire le dispositif. Donc, bien évidemment, il y a une colonne vertébrale qui va soutenir l'ensemble des dispositifs que l'on va mettre en place dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire la formation des enseignants. Donc cette formation, elle va avoir principalement comme objectif de renforcer un certain nombre de compétences professionnelles, à savoir bien évidemment, c'est d'actualité aujourd'hui, les compétences autour du numérique, liées au cadre de référence des compétences numériques plus EDU, donc c'est mesurer la maturité que va avoir un enseignant à mobiliser le numérique pour installer un acte pédagogique médiatisé par le numérique. Mais également, on va travailler, comme ça a été souligné, sur l'acquisition de compétences psychosociales qui vont faire qu'on va sensibiliser les enseignants à proposer dans la forme scolaire de nouvelles pratiques basées sur la collaboration et la coopération, qu'elles soient entre enseignants pour travailler sur la constitution de communautés d'apprentissage professionnel, mais également entre élèves pour leur permettre de travailler à l'acquisition des compétences du XXIe siècle qui seront nécessaires pour leur vie de citoyen lorsqu'ils seront adultes. Pour ce faire, au niveau de l'académie, on a déjà testé un lieu que l'on appelle un tiers-lieu éducatif, et à l'Académie de La Réunion, on les a appelés des EduRun Labs, dans lesquels on va favoriser la formation par l'échange de pratiques entre pairs. Donc, dans le cadre de ce projet, voyant que ce dispositif avait porté ses fruits sur les expérimentations que nous avions menées, on a décidé de l'étendre au territoire, et en commençant par les cités éducatives dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont faire partie du projet. Donc dans chaque cité éducative seront déployés des EduRun Labs pour faciliter au niveau de ce territoire-là, de ces 5 territoires, l'émergence de pratiques par l'échange de pratiques entre pairs. In fine, de ce fait, ce que l'on va chercher, c'est la transférabilité de l'ensemble des compétences qui seront acquises par les professeurs qui auront fait l'objet de ces actions de formation à l'ensemble de la communauté éducative, en s'appuyant sur un modèle pyramidal qui fera que ces enseignants, les 1000 et quelques enseignants formés, vont être considérés comme des ambassadeurs au niveau du territoire pour pousser et s'aimer la formation sur la globalité de l'académie. Tout ce projet, bien évidemment, s'inscrit dans le territoire avec l'ensemble des partenaires que nous travaillons, généralement, à savoir les collectivités. Pour nous, dans ce contexte, ça sera le département et la région, mais également le côté associatif, puisque l'on va les mobiliser pour que l'on travaille sur l'association entre le scolaire, le péri et l'extrascolaire, mais ensuite également aussi avec un opérateur avec lequel on travaille régulièrement sur l'académie, Canopé, pour faire qu'au niveau de la formation, on soit suffisamment nombreux pour faire qu'on arrive à toucher l'ensemble des enseignants sur la durée qui nous sera impartie. Oui, puisque le défi du déploiement de ce dispositif, c'est vraiment d'aller engager les enseignants et donc d'abord de les former. C'est d'ailleurs ce vers quoi on va s'orienter dès ce semestre, puisque l'objectif de ce projet est de pouvoir commencer à se déployer au mois de septembre 2023. Donc évidemment, on va rentrer sur les 6 premiers mois là, avec cette nécessité d'aller former les enseignants. Et vous avez vu que nombreux sont les enseignants qui vont être concernés. Alors, maintenant, place à Lyon. Comment ça va se passer sur l'Académie de Lyon? C'est Denis Millet qui va nous expliquer ça avant de rentrer sur les outils et le dispositif en lui-même. Merci Yannick. Alors, vous allez remarquer que même si nous avons un projet commun, nos approches seront peut-être un petit peu différentes, avec des points communs naturellement. Mais c'est aussi la force de ce projet. On a 8 académies et donc peut-être 8 approches différentes qui vont nous nourrir les uns les autres. Donc par rapport à ce que disait Christophe, quelques points communs, on a fait des choix. Vous avez peut-être pu voir qu'il avait fait des choix déjà presque d'ordre pédagogique. Il a parlé d'IA, de réalité virtuelle, de référentiel.
Nous n'avons pas fait ce choix-là. Pour l'instant, je vous expliquerai comment on va travailler cette mise en œuvre pédagogique de manière collective. Yannick a parlé aussi de ce temps ces 6 premiers mois, le premier semestre, qui est aussi cette phase diagnostique qui va nous permettre de travailler avec les équipes et justement de construire cette mise en œuvre. Donc c'est le process que je vais vous présenter, mais pas d'objectif proprement dit pédagogique, puisque pour l'instant, nous ne les avons pas. On va les construire de manière collective. Par contre, d'une manière générale, ce qu'on cherche à travers ce projet, c'est dans les territoires que nous avons choisis, donc les cités éducatives aussi, hein, voilà, on a fait un premier choix de territoire, les cités éducatives, nous en avons 11. La prévention du décrochage scolaire existe déjà. Donc l'idée, c'est pas d'aller remplacer ce qui existe, mais de trouver cette synergie, cette cohérence avec ce qui existe déjà. Par contre, on s'est aussi aperçu que les cités éducatives travaillent souvent les unes à côté des autres. Alors, l'objet même des cités n'est pas de travailler de manière collective, mais ce projet va quand même permettre de manière collaborative de travailler sur un même sujet. Ça aussi, c'était un souhait du recteur de faire travailler ces cités ensemble. Donc en fait, ce projet pour nous, c'est ce que je pourrais appeler un trait d'union en fait, entre les 11 cités éducatives de notre territoire. Naturellement, sur cette thématique de la prévention du décrochage scolaire. Donc, nos choix sont basés donc, sur le premier point que je viens de vous exprimer, là, les enjeux des cités éducatives. Tu peux passer la slide après. Voilà, c'est vraiment trouver cette manière de travailler de manière collaborative sur ce sujet-là. Le deuxième point, sur lequel on s'est basé pour faire ce choix, c'est celle d'après. C'est la cohérence des territoires. Alors j'ai mis un chiffre, on a 11 cités éducatives, mais on a une particularité, il y en a 8 qui sont sur une seule et unique métropole. Très forte concentration, avec un énorme apport en termes de politique publique sur ces territoires-là, de la part de la préfecture. On a aussi un très fort tissu associatif. Dans le cadre de la politique de la ville, on a le monde professionnel qui est beaucoup investi sur ces cités éducatives. Donc l'idée pour nous, là, c'est ce que je vous exprimais en amont, c'est d'essayer de trouver cette synergie sur ce territoire qui est la métropole de Lyon, avec ses 8 cités éducatives, mais aussi, et c'est aussi ce que je vous ai exprimé en amont, de les faire travailler de manière collaborative. Donc, ramener les autres cités éducatives qui ne sont pas sur ce territoire un petit peu concentré et de les faire travailler ensemble. Pour ça, on va avoir besoin des collectivités et de les amener aussi dans la gouvernance de ce projet. Donc notre souhait a été de les faire participer directement, puisqu'il y a une gouvernance nationale du projet, il y a une gouvernance académique, elles seront impliquées. Dans les cités, on a le triumvirat donc, avec les communes, donc on va les impliquer. On a aussi cette métropole qui fédère un petit peu sur ce grand territoire. Donc on va les impliquer fortement, y compris dans le pilotage. Tout ça pour... il reste 30 secondes encore sur celle d'avant, pardon, excuse-moi. Je le redis, c'est vraiment pour chercher le collectif et le collaboratif dans ce travail sur l'ensemble des cités. Ce trait d'union, ce projet sera vraiment cet objet de travail commun. Alors, pourquoi d'ailleurs les cités éducatives ? Rapide, quelques chiffres. 15% des décrocheurs de l'académie sont sur les cités éducatives. 50% sont dans les collèges de ces cités éducatives. Donc, je vais dire de manière naturelle, on s'est tourné, ce projet portera essentiellement sur le cycle 3. Alors, pourquoi ? Toute la recherche sur la prévention du décrochage scolaire dit plus on anticipe, mieux c'est. Donc l'idée là, c'est, au vu des 50% de ces décrocheurs en collège, l'idée c'est d'agir en amont. Donc on va attaquer sur le cycle 3, donc CM1, CM2, et structurellement, les cités éducatives, il y a le premier degré et le second degré, les écoles et les collèges. On a le conseil école-collège. Voilà, tout ça nous amène en tout cas naturellement à se dire qu'on va privilégier le cycle 3. Dernier point, je vous disais qu'on n'avait pas fait de choix pédagogique pour l'instant. Par contre, ce qu'on a prévu, c'est de former les enseignants, de les accompagner
parce qu'il y a vraiment une nécessité de les accompagner, de les outiller. On veut qu'ils échangent ensemble et qu'ils construisent collectivement. Donc, on va leur amener des éléments sur le où et quand ils peuvent déployer ces outils, sur le comment. Par contre, on va s'en arrêter là. Après, on aura un gros travail avec eux sur l'adaptation locale, c'est-à-dire la construction du projet pédagogique, le choix des outils, le déploiement, l'organisation entre l'interne et l'externe, qui sera impliqué dans le projet. Ça sera à chaque cité éducative à le construire. On n'a pas fait de préalable à ça, donc ça sera eux qui le feront. Par contre, ça leur appartient. Par contre, à la fin, de la même manière, on va construire un parcours de formation de manière collective pour, à terme, pouvoir essaimer sur l'ensemble de l'académie et proposer ça au plus grand nombre. Donc, voilà un petit peu le process qu'on a choisi. On est dans la construction. On a lancé des appels à candidature sur notre académie, sur ce cycle 3. On a impliqué le niveau décisionnel des DAZEN, puisqu'il y a le premier degré. Et on espère que, voilà, le plus tôt possible, on pourra lancer l'expérimentation et avancer avec ce beau collectif que représente le projet. Merci. Alors, comment est-ce qu'on va avancer et comment est-ce que ces élèves vont travailler, avec quel type d'outils, et les élèves, les enseignants? Eh bien, pour ça, parlons de cet axe 1, parlons de la pédagogie différenciée et comment l'IA va pouvoir intervenir. François-Xavier Hussert, merci de nous éclairer là-dessus. Oui, alors je vais commencer par vous poser une question. Qui pense que l'IA va remplacer les professeurs dans les 25 années à venir? Alors, soit vous ne suivez pas, d'accord, soit vous avez tous compris, effectivement, l'IA n'est pas prête de remplacer le professeur au moins avant 30 ou 50 années. Donc, l'IA, elle est là pour soulager le professeur. Et on peut passer le slide suivant. L'idée, moi j'ai été prof, j'avais des classes de 35, c'est que c'est pas possible de faire de l'individualisation des parcours quand on a 35 élèves. On essaye déjà de tenir la classe, de capter la classe, de capter l'attention. Voilà, voilà. Alors l'IA, elle a cette capacité d'aider le professeur parce qu'elle peut se démultiplier. Un professeur dans une classe de 25 ou 35 élèves, il ne peut pas se démultiplier. Une IA, elle peut se démultiplier. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des tâches à faible valeur ajoutée. J'allais dire, il y a plusieurs choses. Répondre aux questions des élèves sur les sujets qui reviennent tous les ans. Hein. Donc, tous les ans, vous avez toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc ça, une IA peut le prendre en charge. Par contre, pour des questions plus complexes, plus abstraites, comme la géopolitique entre l'Ukraine et l'Europe, une IA ne va pas savoir répondre. C'est quelque chose de trop abstrait. Et là, la place du professeur, elle est d'en répondre à des questions d'élèves qui sont plus abstraites, plus complexes. L'idée aussi, c'est de soulager le professeur dans son système d'avancement. Alors, comment ça marche? On peut imaginer, il y a plusieurs scénarios, donc on va plusieurs formes scolaires. Une première idée de la forme, c'est d'avoir un professeur qui, par contre, en 6e, enseigne sur les Romains, et au lieu de faire un cours de 60 minutes, entre guillemets, magistral, il va faire 30 minutes de cours magistral, puis il va emmener ses élèves sur leurs ordinateurs ou leurs tablettes pour aller se connecter sur bienalécole.fr et puis effectuer une série d'exercices de compréhension, d'activités pédagogiques où on les stimule. Et on a fait des tests, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on met l'élève en action, quand l'élève se retrouve devant un écran, vous savez que c'est quand même le propre de même toute la nouvelle génération d'être devant des écrans. C'est pour ça qu'on a choisi un LMS qui est très fort sur le smartphone et les tablettes. C'est parce que c'est vraiment important que l'élève puisse
soit en classe avec l'autorisation du professeur si c'est un smartphone, soit en classe avec une tablette ou un ordinateur, que l'élève puisse se connecter. Et on a quand même mesuré, accrochez-vous bien, c'est important, que 22% des élèves on avait un échantillon de 400 référents et un échantillon de 400 qui utilisaient le dispositif. 22% des élèves de l'échantillon qui utilise Professeur Bob vont en moyenne 2 fois plus vite. Parce que le rythme ne leur est pas imposé. Vous voyez le slide qui est derrière, sur ma droite. Et que fait une IA? Une IA, elle part d'abord de règles pédagogiques qui sont définies par le professeur. Ah oui, excusez-moi, c'est le match de foot, donc Tunisie 1, France 0. On espère qu'on a encore quelques minutes. Donc l'idée, c'est que l'élève A que vous voyez en haut et l'élève B que vous voyez en bas, ils n'ont pas le même parcours. L'élève A, il ne va pas faire forcément tous les exercices. On a des exercices d'ailleurs moyens, difficiles, faciles. Là, l'élève, puisqu'il réussit, il a compris ce qu'on lui demandait, on ne va pas insister, ou alors on va lui donner des questions plus complexes. Voilà. Ensuite, on a un élève B qui est peut-être un peu moins fort, ou qui a moins bien compris. Mais donc, le but, lui, il va rater des questions, il va en réussir d'autres. Et donc, le but, c'est, lui, il aura 12 questions, donc il mettra un petit peu plus de temps que l'élève A, mais à la fin, il aura compris comme l'élève A. Et puis, on a un autre cas qui n'est pas sur cette feuille, qui est l'élève qui, malheureusement, rate, par exemple, 3 exercices de suite. Donc, à ce moment-là, au bout de 2 exercices, on le ramène vers la leçon. Au bout du 3e exercice, on va commencer des remédiations. Si on est sur les multiplications à 2 chiffres en CM1, on va revoir les tables de multiplication à 1 chiffre. Et puis, il va surtout y avoir une alerte du professeur. Et c'est en ça que l'IA est importante pour un professeur qui a une classe de 25 ou 30 élèves. C'est qu'il va pouvoir recevoir une alerte en lui disant, voilà, à l'issue de la séance de cours de 30 minutes que vous avez passée sur bien-être, bien à l'école.fr, voilà, on a repéré 3 élèves qui sont en décrochage. Et donc le prof, au lieu d'attendre, s'il fait une évaluation par mois, au lieu d'attendre la fin du mois, la fin de l'évaluation, il va être prévenu quasiment en temps réel. Et donc la demi-heure que les élèves placent en groupe autonome avec le professeur qui se déplace d'une table à l'autre pour les aider, eh ben, ça libère 30 minutes du temps du professeur. Et le professeur va allouer une partie de ce temps à aller justement avec les 3 élèves qui sont indiqués comme décrocheurs pour passer du temps avec eux. Et c'est ça aussi la plus-value d'un professeur. La plus-value d'un professeur, elle est dans la remédiation. Parce qu'on peut faire des remédiations avec une intelligence artificielle, mais on n'arrivera jamais à faire une aussi bonne remédiation qu'avec un professeur. Donc l'idée, c'est aussi de libérer du temps du professeur pendant ces 30 minutes pour qu'il passe sur les élèves en difficulté. On avait fait une première expérience où on a été surpris par l'efficacité de l'IA sur ces 800 élèves, avec 400 élèves dans un échantillon de contrôle et 400 élèves qui utilisent le dispositif. Donc on s'est dit, on veut aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le projet Bien à l'école. C'est de se dire, maintenant, on va encore un cran plus loin scientifiquement. On prend 8400 élèves qu'on suit pendant 5 ans. Et donc, on va, dans le détail, observer ce que ça donne sur l'axe 1, qui est la pédagogie ultra différenciée, avec l'IA, et sur l'axe 2 dont Solène va parler, qui est les connaissances psychosociales. Tout ça avec des formes scolaires qui sont un peu différentes. C'est vrai que c'est un changement pour un prof de se dire je fais 30 minutes de cours magistral et 30 minutes avec mes élèves sur leur PC ou leur tablette, 30 minutes pendant lesquelles je passe du temps avec les élèves en difficulté.
Voilà. Et donc on travaille même actuellement, avec le MIT à Boston, pour essayer de répliquer aussi cette étude qui intéresse aussi les Américains. Bon, en France, si la France est des États-Unis, c'est très bien. Mais voilà, les résultats sont positifs. Maintenant, il va falloir les confirmer scientifiquement. C'est pour ça qu'on a 2 laboratoires. Un laboratoire qui va travailler sur le quantitatif, donc qui est le LIRIS, qui va vraiment quantifier ce qu'on appelle les logs, les traces numériques, de façon anonyme, mais les traces numériques laissées par les 8400 élèves du panel. Et puis, on a le ICAR, le laboratoire de La Réunion, qui, lui, va avoir une approche plus qualitative, plus tournée vers l'enseignant. Il est spécialisé sur le changement ou l'appropriation par les enseignants des outils techniques. Et donc, ce sont des gens qui sont en sciences de l'éducation, avec des formations plus psychologues, anthropologues, qui vont travailler là-dessus. Et dernière chose, le dispositif n'est pas réservé qu'aux 8 académies. L'objectif du projet Bien à l'école, c'est peut-être d'avoir en fin de projet 8 à 15, voire 20 académies qui sont intéressées par le projet. Des académies qui peuvent avoir des besoins différents. On l'a vu, entre La Réunion et l'Académie de Lyon, c'est 2 approches complètement différentes. Et donc, voilà, l'idée, voilà, c'est d'aider, notre objectif, 500 000 élèves en difficulté en 2027. C'est un programme ambitieux, c'est 5 ans, donc c'est long, donc on s'inscrit dans la durée et c'est 23 millions d'euros. Donc c'est quelque chose, d'un autre côté, on a les moyens de notre ambition. Et voilà, notre objectif, c'est de se dire, à la fin de ces 5 années, on a appris scientifiquement sur comment aider des élèves en difficulté. On a appris avec des méthodes qui vont soulager les professeurs. Et on a appris aussi, j'allais dire, sur les compétences psychosociales. Je passe la parole. Oui, l'axe 2, les compétences psychosociales, fondamentales, parce que ce sont des élèves qui ont besoin d'être accompagnés. Merci Solène de nous en dire plus, parce que là aussi, c'est vraiment beaucoup d'approches complémentaires. Oui, très complémentaires. Donc j'ai 7 minutes pour vous parler des compétences psychosociales. Challenge. Challenge. Alors, juste pour la petite histoire, moi j'ai créé Soft Kids en 2019. En 2019, ce n'était pas un sujet. C'est-à-dire quand je venais parler des compétences psychosociales, on me disait souvent oui, on sait, on connaît. Depuis la pandémie, c'est un vrai sujet, encore plus depuis que le Conseil scientifique de l'éducation nationale a publié le rapport Être professeur au XXIe siècle en 2020, dans lequel il recommande de développer les compétences psychosociales. Et encore plus depuis que Santé publique France a publié le référentiel multisectoriel des compétences psychosociales. Et le gouvernement, lui, a sorti une feuille de route pour développer les compétences psychosociales à 2037 pour les enfants de 3 à 20 ans. Donc ça devient un vrai sujet qui est porté par le gouvernement et c'est un sujet qui est encore plus important pour le décrochage scolaire, puisque les compétences psychosociales, quand elles sont développées dès le plus jeune âge, il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui démontrent que ça a un triple bénéfice. Le premier, c'est une augmentation de la réussite scolaire. Le deuxième, c'est une meilleure réussite professionnelle, donc des meilleurs emplois avec des meilleurs salaires. Et ça, c'est les 2 prix Nobel en économie, Ekman & Coates, qui ont eu le prix Nobel d'économie sur ce sujet en 2012, qui l'ont démontré avec le programme Perischool. Et dernière chose, c'est le niveau bien-être, et c'est pour ça que Santé publique France s'intéresse autant au sujet. Et alors, quand on va, deuxième slide, plus en détail dans toutes les différentes compétences psychosociales, nous, dans le projet Bien à l'école, on a décidé de travailler sur 3 axes. Le rapport à l'apprentissage,
décrochage, le rapport à soi et le rapport aux autres. Et on sait que dans le décrochage scolaire, il y a un certain nombre de compétences. Si on les développe, ça va vraiment permettre de réduire le décrochage. Donc, juste 2 éléments. Par exemple, la confiance en soi. Il faut savoir qu'en France, on est 62e sur 65 des pays de l'OCDE au niveau de la confiance en soi des élèves. C'est un peu compliqué de réussir à l'école si on n'a pas confiance en soi. Et si je vais sur le growth mindset, qui est l'état d'esprit de développement, c'est-à-dire être capable de penser qu'on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir apprendre de ses élèves, de ses erreurs, pardon. On a 60% des élèves français qui pensent que l'intelligence c'est génétique et que donc si quoi qu'ils fassent, s'ils n'ont pas la bosse des maths, ils n'ont pas la bosse des maths. Et si en fait on fait des vrais programmes, et je pense notamment à l'association Énergie Jeune qui travaille sur ces sujets-là, juste avec 3 heures par an, on arrive d'intervention en classe, on arrive à augmenter de 20% les résultats scolaires et à réduire le décrochage scolaire. Donc juste en ayant comme ça des actions où on va travailler sur la confiance en soi, sur la métacognition, comment est-ce qu'on apprend, sur la persévérance, on voit vraiment des résultats importants dans toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, notamment chez nos amis anglo-saxons. Et là, tout l'enjeu du projet Bien à l'école sur les compétences psychosociales, c'est d'avoir ces laboratoires de recherche qui vont nous aider vraiment à démontrer scientifiquement l'impact de ces solutions sur la réussite scolaire avec cet apport de l'apprentissage des compétences psychosociales. Et donc, comment ça va, prochaine slide, ça va se faire concrètement. Le dernier rapport de Santé publique France, qui parle aussi bien, même si c'est santé, mais qui parle aussi bien de santé que d'éducation et d'avoir les compétences psychosociales qui sont enseignées à l'école, en fait, recommande 1 heure de séance hebdomadaire dédiée au CPS en classe. Donc nous, dans notre solution, en fait, c'est une solution, on va dire, digitale et physique, puisque dans un premier temps, les élèves vont proposer une séance pour travailler sur une CPS, que ce soit la confiance en soi, l'esprit critique, l'accueil des émotions. L'élève va s'auto-évaluer pour mieux se connaître. Ensuite, il va faire des mini-jeux qui vont lui permettre de développer ses compétences psychosociales. L'enseignant, lui, il a une interface dans laquelle il va suivre les progrès. Et ensuite, il y a toujours une séance tous ensemble où les élèves et l'enseignant vont parler du sujet. Donc, je vais vous donner juste un exemple sur la confiance en soi. Les élèves vont déterminer quelles qualités ils pensent avoir. L'enseignant va très vite voir qu'il y a certains élèves qui pensent qu'ils ont 30 qualités et il y en a d'autres qui pensent qu'ils en ont 2. Et derrière, ils vont parler tous ensemble en classe des qualités qu'ils pensent avoir. Ça va aussi générer une meilleure ambiance en classe parce qu'ils vont apprendre qu'ils ont peut-être des points communs. Et ça va aussi les aider à mieux se connaître et avoir une confiance en soi qui va être plus personnelle, parce qu'on sait qu'à ces âges-là, on n'a aussi pas confiance en soi parce qu'on recherche toujours le regard des autres et on cherche toujours à être comme le copain. Et là, en fait, on va les aider aussi à mieux se connaître. Voilà. Avec tous ces éléments, vous l'avez compris, on a un dispositif qui est vraiment complexe, multiforme, avec une véritable synergie entre ces 16 acteurs EdTech qui amènent chacun des solutions qui vont s'assembler les unes aux autres. On ne vous a pas parlé de l'usage de la réalité virtuelle tel que ça va être mis en place. On ne vous a pas parlé du développement de l'esprit critique avec des ressources telles que Spicy Educ va amener. Tout un tas d'éléments. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller, puisque depuis lundi, le site est en ligne, sur le site qui s'appelle bienallecole.fr, qui va vous permettre d'en savoir plus, qui va vous permettre d'apprendre et de comprendre comment ça va fonctionner. On l'a dit, ça commence sur ces 8 académies, mais tel qu'on l'a rappelé, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on souhaite pouvoir l'ouvrir aux autres académies pendant les 5 années qui vont venir. Ça doit se transformer même en GIP, en GIP, en groupement d'intérêt public, pour pouvoir pérenniser cette action et faire que le maximum d'enfants puissent bénéficier de ces fruits de la recherche, du meilleur de l'innovation technologique qui passe par l'implication des acteurs qui sont vraiment clés dans le dispositif,
qui sont les enseignants que l'on va accompagner, que l'on va vraiment aider pour s'approprier ces approches et ces méthodes pédagogiques différentes, parce que ce ne sont pas des outils magiques, ce sont des outils qui aident à développer des postures pédagogiques nouvelles, innovantes, au bénéfice du maximum d'enfants. On vise 500 000 élèves et on espère bien avoir des chiffres qui vont nous prouver ça dans les 5 années, mais on publiera année après année les résultats. Vous serez tenus au courant de l'évolution du projet. Merci. Merci.